Aujourd'hui, on reçoit Profchain du journal Cryptost, qui est un des plus gros médias français. Dans cette vidéo, on va principalement parler de sa spécialité, à savoir l'analyse on-chain. Il va nous donner les meilleurs indicateurs selon lui à suivre pour essayer de comprendre un cycle de marché. Il va aussi nous parler de son indicateur maison qu'il a créé lui-même. Puis, nous parlerons un peu du suivi des whales et de l'impact que peut avoir les nouvelles technologies telles que les technologies de privacy ou d'IA sur son métier, puis il nous donnera un petit peu ses perspectives d'évolution du marché et on parlera aussi d'autres sujets très intéressants. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire l'invité que vous aimeriez voir sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec l'interview de Profchain. Salut Profchain, bienvenue sur la chaîne. Salut, merci de m'avoir invité, inspecteur. Merci d'avoir accepté l'invitation. Du coup, je pense qu'on peut commencer pour les personnes qui ne te connaissent pas par une petite présentation. Dis-nous qui tu es en quelques mots, enfin avec tes mots justement, sans forcément rentrer dans les détails. Juste dis-nous ce que tu as envie de nous dire sur toi. Ok, très bien. Bah, écoutez, Profchain, analyste on-chain dans l'écosystème français depuis maintenant 2 à 3 ans. Intéressé comment dire, intéressé dans les crypto-monnaies depuis 2015, lancé en 2017, 3 cycles dans les dents maintenant, pas mal d'expérience et toujours en train d'apprendre. Pour l'instant, je taffe avec le journal Média Cryptost, leur section éducative privée Cryptos Research et je fais aussi partie du board de Refugee Capital qui est le premier fonds d'investissement crypto CGP régulé par l'AMF. Ok, bah super intéressant tout ça. Et du coup, pourquoi Profchain? Ça a un lien avec Pokémon et le côté un peu pop culture ou pas? Alors, c'est vraiment au moment où j'ai dû choisir mon nom, je savais que j'allais de devoir choisir quelque chose qui serait pseudonyme parce que je voulais pas montrer et partager mon identité comme ça. Et je me suis demandé simplement, mais qu'est-ce que je fais? Je voulais faire un jeu de mots. Je cherchais quelque chose qui soit lié à la blockchain. Et j'ai un de mes potes qui, à ce moment-là, avait repris les jeux Pokémon. Voilà, c'était un grand gamin qui était en train de se retaper tous les Pokémon. Et il m'a dit, bah vas-y, fais prochaine, ce serait marrant. Et bon, on était comme ça, assis dans un canapé, et je rigole, et je lui dis, ouais, ce serait quand même une bonne blague. Et je ne l'ai pas pris au sérieux. Et puis 2 ou 3 jours après, je reviens et je me dis, bah en fait, prochaine, tu enlèves le chêne, tu mets chêne à la place avec AI tréma, et enfin, AI circonflexe, c'est pas mal en fait. Et bon, bah au final, ce qui était parti pour être une blague est maintenant mon métier. Du moins mon avatar de métier. Ok, ok, non, mais je trouve que c'est un bon jeu de mots en tout cas. Et du coup, et du coup, je voulais savoir comment tu as fait pour en arriver là? Quel est un peu ton background? Est-ce que c'est juste tu t'es intéressé, tu as essayé d'apporter de la valeur à l'écosystème et c'est ça qui t'a permis de, par exemple, être sur la chaîne Cryptost ou encore être analyste dans un fonds d'investissement? Ou est-ce que tu avais peut-être un background plus financier qui t'a aussi aidé à arriver là? Ah, c'est vraiment la première option. J'avais vraiment aucune compétence qui me prédominait à arriver dans ce secteur et j'avais vraiment pas non plus la prétention au départ de vouloir apporter de la valeur aux autres. C'est arrivé vraiment ensuite. Pour faire simple, en étant impliqué dans les crypto-monnaies depuis 2017, d'abord, comme beaucoup de personnes, je suis arrivé par l'appât du gain. Très vite, je me suis rendu compte que les fondamentaux de certaines crypto-monnaies, notamment Bitcoin, Monero et comment dire, aussi Ethereum, me charmaient pour certaines raisons. Donc, j'ai vraiment digue le fondamental pour essayer de m'intéresser vraiment à ce qu'était l'éthique cypherpunk, pourquoi certaines crypto-monnaies le respectaient plus que d'autres et quels étaient vraiment les besoins essentiels dont j'avais besoin, auxquels pouvaient répondre certaines avancées technologiques comme certaines blockchains, notamment Bitcoin et Monero. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé à accumuler des tokens pour ma propre garde personnelle parce que je savais que j'en aurais un usage plus tard dans ma vie au-delà même de la propre spéculation. Et certains amis m'ont dit, bah écoute, moi j'ai quelques sous de côté, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas faire un peu de spécu? D'accord, on fait un peu de spécu, très bien. Donc si tu veux faire de la spéculation, il te faut un minimum d'analyse, un minimum de compétences en analyse, au moins de l'analyse fondamentale et de l'analyse technique. Et en faisant ces recherches d'analyse fondamentale et technique, qui sont accessibles à pas mal de gens assez rapidement, je me suis rendu compte que ça me convenait pas. Il y avait quelque chose qui n'était pas assez. Je trouvais ça dommage. Je trouvais ça dommage parce que je me suis dit, on est sur une blockchain qui est ouverte. Les données, elles sont publiques. Pourquoi est-ce qu'on utilise les mêmes indicateurs que les gens sur les marchés financiers traditionnels alors qu'on est capable
de savoir, du moins je m'en doutais, mais je n'avais pas encore découvert les données on-chain et l'analyse on-chain. Et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas essayer d'extraire les données et d'en faire quelque chose, en fait, simplement. Et je me disais qu'au-delà de l'ombre du prix, vu qu'on était capable de potentiellement étudier les comportements et les transactions, eh bien pourquoi est-ce que c'était pas encore le cas? J'ai cherché, cherché, cherché dans l'écosystème français et je me suis rendu compte qu'il y avait personne, qu'il y avait rien qui était fait là-dessus. On était en 2019-2020 et je cherchais dans l'écosystème anglophone et je me suis rendu compte qu'il y avait Willy Woo, donc qui était un analyste on-chain qui était déjà un peu réputé à l'époque. Il y avait des gens comme Philip Swift, comme David Puel, comme Checkmate, James Check, donc l'analyste on-chain en chef, l'ex-analyste on-chain en chef de chez Glassnode. Et du coup, il y avait Glassnode aussi, qui était un fournisseur de données on-chain. Et je me suis dit, tiens, là, je mets la main sur quelque chose. Là, je viens de trouver ce que j'espérais, et même bien plus, parce que du coup, derrière, j'ai pu m'intéresser énormément à la chose. J'ai pu suivre la formation de James Check, du coup, qui n'existe plus aujourd'hui, qui était une formation qui existait à l'époque, en 2020, qui m'a permis de vraiment développer mes bases d'analyse on-chain, aussi bien en tant qu'autodidacte qu'en tant que son propre élève. Et après, vers 2020-2021, je me suis dit, bon, bah, maintenant, moi, ça me plaît. Je gère vraiment beaucoup mieux ma spéculation grâce à ça, même si au final, à travers le temps, je me suis rendu compte que je spéculais plus, ça m'intéressait plus. Je me sentais un peu plus partie d'un groupe. Disons que quand tu es capable d'observer les transactions sur une blockchain publique, tu es sur un marché où, comment dire, tu te sens pas seulement toi contre le marché. Il y a quelque chose de très, très humanisant à observer les comportements sur une blockchain parce que tu te rends compte très, très vite qu'en fait, c'est toi et tous les autres et que derrière chaque décision d'investissement ou de désinvestissement, et bah, tu as quelqu'un derrière son ordinateur qui a cliqué sur un bouton. Bon, évidemment, il y a aussi des bots, hein, voilà, évidemment, mais on retrouve quand même quelque chose d'assez humanisant là-dedans. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à un stade où je m'intéressais beaucoup moins à tout ce qui est spécu, tout ce qui est à pas du gain et beaucoup plus aller observer des comportements de groupes sociaux sur une blockchain ouverte. Ok, ouais, c'est vrai que moi de mon côté, j'ai pas mal l'impression que les personnes qui travaillent dans l'écosystème blockchain, ils y sont arrivés de manière autodidacte et c'est rarement des personnes qui étaient dans la finance qui finissent en finance. C'est vrai c'est le Mm. côté un peu cool de la blockchain et des cryptos, c'est qu'une personne qui est juste motivée, qui s'y intéresse vraiment, peut justement arriver à ce niveau-là. Mm. Et je voulais savoir aussi, est-ce que toi, l'arrivée à Cryptost, ça a été un gros changement pour toi? Parce que là, c'est vrai que tu dois faire du contenu régulier sur YouTube. Alors, je ne sais pas si tu avais ton compte Twitter peut-être avant, mais là, c'est peut-être différent pour toi, justement, de faire des vidéos régulièrement sur l'un des plus gros médias crypto français. Bah, ça a été un changement particulier dans le sens où, avant même d'être présent sur Twitter ou chez Cryptost, en fait, j'ai vraiment mis la charrette avant les bœufs. Tout de suite, je me suis dit, maintenant, c'est bon, je suis un analyste on-chain, je vais pouvoir faire de la moula et je vais me débrouiller, puis je vais vendre mes formations, je vais vendre mes trucs, je vais vendre ma newsletter. Et du coup, j'ai commencé une newsletter gratuite et payante en freemium sur laquelle je publiais mes trucs et je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas du tout parce que j'avais zéro visibilité, parce que j'avais aux yeux du monde et de l'écosystème français zéro crédibilité derrière. Et donc, j'ai très, très vite arrêté et je me suis dit, non, mais vas-y lentement, commence déjà par contacter des gens, fais-toi un réseau, vois où est-ce que tu peux être utile. Maintenant que tu as développé une compétence qui est utile pour toi, elle est certainement utile pour les autres. Quand je me suis rendu compte qu'il y avait personne qui faisait ça en français, de l'analyse on-chain, je me suis dit, moi, ça me fait kiffer. Je suis pas le seul que ça doit faire kiffer. Donc, il faut bien quelqu'un qui commence et qui mette la main dans le cambouis pour commencer à créer du contenu un jour, en fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai approché Cryptost, qui ont été très, très intéressés en se disant, bah ouais, c'est quelque chose qu'on voit de temps en temps en anglais. Il n'y a pas du tout ça dans l'écosystème français. On est prêt à prendre le risque de l'avant-garde parce qu'on considère que c'est quelque chose qui devrait être intéressant pour l'avenir. Et du coup, de fil en aiguille, commencer à faire du contenu pour eux, intégrer Cryptos Research ensuite. Et ça a été un changement, mais ça n'a pas non plus été quelque chose d'extrêmement dérangeant dans le sens où j'ai pas de problème à transmettre l'information. La seule chose étant que je veux vraiment conserver mon anonymat ou à minima mon pseudonymat le plus possible. Mais ça a vraiment été au contraire quelque chose de beaucoup plus agréable parce qu'une fois que tu écris des articles, une fois que tu fais des vidéos, une fois que tu as une communauté avec laquelle échanger, tu as un feedback. Et ce feedback, je ne l'avais jamais eu avant en fait. J'étais vraiment en roue libre, entre guillemets, tout seul en train de faire mes analyses dans mon coin ou les publier sur un Substack qui d'ailleurs maintenant n'existe plus. Et j'avais très très peu de retours et le fait d'avoir accès à une communauté qui à la fois est très très à l'écoute, à la fois extrêmement bienveillante, hein, que ce soit sur le côté Cryptos Research ou même sur Twitter directement, et à la fois en redemande et donne du feedback, vraiment c'est quelque chose qui m'a permis de progresser. Je ne sais pas le même sans la communauté aujourd'hui, c'est certain. Ok, bah, super intéressant. Maintenant, je voulais passer un peu plus sur ta spécialité en tant que telle, c'est-à-dire l'analyse on-chain. Déjà, est-ce que tu pourrais définir pour les personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est, quelle analyse on-chain? Très bien, bien sûr. Alors, l'analyse on-chain,
C'est simplement l'étude des données issues de blockchain ouvertes. On peut aussi faire ça sur de la donnée de blockchain privée, mais dans ce cas-là, il faut avoir accès à la base de données. C'est pas aussi intéressant que sur un réseau distribué qui est ouvert comme Bitcoin, Ethereum, Monero ou autre. Il y a plusieurs formes d'analyse on-chain. Moi, la forme dans laquelle je me spécialise, même si c'est pas ma seule compétence exclusive, c'est le market insight, c'est-à-dire l'information de marché. Le but étant de détruire ce qu'on appelle l'asymétrie d'information. Pour faire très très simple, sur un marché, la majorité du temps, c'est comme c'est un jeu à somme nulle, donc il y a un gagnant, un perdant et la somme est égale à zéro, moins un plus un. Eh bien, on va avoir 90% de gagnants, enfin, pardon, 90% de perdants, donc qui vont perdre de leur profit, enfin, qui vont simplement réaliser des pertes, et 10% de gagnants. Et ce qui différencie les perdants des gagnants, la majorité du temps, c'est la qualité de l'information. Outre même la chance, il y en a qui sont juste chanceux, mais ça, c'est vraiment un micro pourcentage. C'est juste la qualité de l'information et l'expérience. Et l'asymétrie d'information, c'est ça. C'est-à-dire que les mieux informés vont faire partie des 10% qui vont gagner et qui vont se faire payer par les 90% qui n'ont pas gagné parce qu'ils avaient soit pas la chance, soit pas la bonne information, soit pas la bonne prise de décision au moment voulu. L'analyse on-chain permet, entre autres, de réduire cette asymétrie d'information en offrant aux personnes que ça intéresse, des signaux comportementaux qui nous permettent de comprendre qu'est-ce qui se passe à un moment donné sur la blockchain de Bitcoin vis-à-vis de certains groupes de participants et essayer de comprendre qu'est-ce que les gens font en fait. On a un certain nombre d'utilisateurs, on va dire que sur Bitcoin, on est plusieurs millions d'utilisateurs. Ok, on est capable d'aller grosso modo regarder un peu ce que font tous ces millions d'utilisateurs sans même aller chercher le côté identité, qui est-ce que c'est, moi je veux traquer l'identité d'une personne. Non, non, on n'est pas là pour désanonymiser, on n'est pas sur Arkham du tout. On est vraiment là juste pour observer des comportements de masse. Et en fait, quand tu regardes des comportements de masse, tu vas être capable de déceler à la fois de la cyclicité et à la fois de te mettre à leur place, donc d'humaniser un peu la chose et d'essayer de comprendre comment est-ce qu'ils réagissent à différentes conditions de marché. Et donc ça, c'est vraiment du market insight. Il y a d'autres choses que tu peux faire. Il y a, comme Zero X Food fait notamment, il y a être détective, c'est-à-dire faire de la répression de fraude ou de scammer. On peut aussi faire de l'analyse transactionnelle à la chain analysis pour aller essayer de récupérer des fonds ou pour essayer de désanonymiser certaines personnes. Il y a vraiment plein de choses que tu peux faire. Ou même simplement mesurer l'état de santé d'un réseau. Voir, je prends la blockchain de Bitcoin ou d'Ethereum, combien est-ce qu'il y a de transactions qui sont générées par jour, combien il y a de volumes qui sont brassés, est-ce que c'est des volumes qui sont organiques, inorganiques, est-ce que ça dépend du marché ou est-ce que c'est vraiment des personnes qui font des transactions monétaires. Bref, il y a beaucoup de choses à faire dans l'analyse on-chain, qui est vraiment juste purement l'analyse de données appliqué à différents champs, 4 ou 5 grands champs que je viens de citer. Et moi, ma spécialité là-dedans, c'est vraiment le market insight pour le coup. Donc, c'est essayer d'observer les comportements de différents groupes et le comportement de foule en général, le comportement de masse, pour avoir des signaux de marché qui soient intéressants pour prendre des meilleures décisions et des décisions qui seront plus rentables ensuite. Ok, donc pour résumer, toi, tu dirais plus que c'est une science exacte, l'analyse on-chain, ou plus l'art de l'interprétation des données, justement? Ah, il y a rien d'exact. Il y a vraiment rien du tout d'exact et c'est énormément d'interprétation des données. Dans tous les cas, c'est une discipline qui, même si elle peut paraître un peu jeune, ça reste une discipline scientifique et la science, c'est l'art de douter. Dans tous les cas, tu as des modèles, tes modèles sont basés sur des hypothèses, il faut être capable de remettre en question tes hypothèses si les résultats de ton modèle ne collent pas à la réalité, vraiment. Et du coup, c'est vraiment une question d'interprétation des données en effet. Je prends un exemple tout bête. Vraiment très simple qu'on a on a pu voir il n'y a pas longtemps. Il y a une information qui a été reléguée par les grands médias français et autres depuis peut-être mars 2024, mais en gros, ça fait quelques mois que ça circule, comme quoi Bitcoin aurait eu un volume de transactions en valeur dollar supérieur à Visa ou Mastercard. Tu as peut-être pu voir passer cette information. Eh bien, en fait, si on regarde réellement dans la blockchain, on se rend compte que c'est pas vrai du tout, que les données, elles sont pas du tout bien interprétées. Et en fait, si tu regardes le volume de transactions brutes de Bitcoin, d'accord, ok, le truc, il fait 60 milliards par année, alors que Visa, il en fait 14 milliards. Très bien, très bien. Parce que tu prends pas en compte comment dire, le volume de change. Quand tu fais une transaction Bitcoin, comme ton UTXO, elle est fusible, eh bien, tu vas détruire ton UTXO, tu vas envoyer la partie désirée à l'adresse de ton choix, le récepteur, le récipient, et ensuite, tu vas avoir ton UTXO de change qui va te ramener ta monnaie, en fait, littéralement. Et dans les calculs qui avaient été faits par leur modèle, eh bien, en fait, ils n'avaient pas pris en compte le change. Et du coup, c'était juste la donnée brute. Donc, l'interprétation était tout à fait faussée. Et quand tu prends en compte le volume de change, tu te rends compte qu'en fait, Bitcoin, actuellement, il est à peu près, on va dire, 10 milliards, donc encore en dessous de Visa. Donc, c'est toujours une question d'interprétation, toujours une question de comment est-ce qu'on est capable de lier certaines adresses à une entité ou de mesurer différentes données. Et c'est pas du tout une science exacte. L'analyse on-chain ne l'a jamais été, ne le sera jamais à mes yeux, parce que dans tous les cas, quand tu étudies un réseau qui est dynamique, il n'y a rien qui est figé.
Si on prend un exemple tout bête, encore une fois, dans l'activité on-chain de Bitcoin, il y a quelque chose qui est arrivé en 2023 qui n'existait pas avant, c'est les inscriptions, les BRC20. Et puis encore plus récemment, avec le halving de 2024, on a eu les runes. Et on s'est rendu compte que la manière dont le réseau Bitcoin est utilisé aujourd'hui n'est plus du tout la même qu'à l'époque. Et on ne peut pas lire l'évolution des nombres d'adresses actives et lire le volume de transactions, même lire les frais qui sont payés aux mineurs dans certaines transactions de la même manière aujourd'hui qu'en 2022. Parce qu'en 2022, il y avait une distribution de l'activité organique qui était très très différente, sans inscription, sans runes. Et donc, on ne retrouvait pas, entre guillemets, c'est pas du bruit, c'est juste une autre manière. Tu stockes de la donnée arbitraire sur une blockchain. C'est juste une autre manière de faire de la transaction qui est non monétaire, et donc forcément, tu es obligé de t'adapter pour essayer de prendre en compte toutes les dynamiques qui se passent, parce que c'est littéralement un organisme vivant. Et cet organisme vivant, il évolue, et donc tu es obligé d'être toujours dans l'apprentissage et le suivi continuel de cet organisme vivant pour rester à la page. Ok, bah super intéressant. Et je voulais savoir si quel était pour en termes d'investissement selon toi les, on va dire, deux, trois indicateurs que tu regardais principalement. Après, peut-être que tu rentres dans le détail, mais quels sont les deux, trois gros indicateurs que tu regardes pour savoir à peu près où tu en es sur le cycle du marché? Bien sûr, bien sûr. Bah, je prends vraiment des données basiques. D'ailleurs, c'est les données de base que j'ai utilisées pour un modèle open source que j'ai publié il n'y a pas si longtemps. J'utilise trois choses très très simples. J'utilise le pourcentage d'offres en profit. Donc, tu vas aller prendre la supply totale de Bitcoin qui est en circulation. On est capable de savoir si une UTXO, elle a été créée à un moment ou à un autre par rapport à un certain prix. Donc, on est capable de savoir si à un moment donné, cette UTXO, elle est détenue en profit ou en perte vis-à-vis d'un certain prix. Donc, on est capable de savoir si une UTXO est en profit. On est capable de savoir si une partie de l'offre est en profit. Donc, ce qui peut être intéressant, premièrement, c'est d'observer donc l'offre, le pourcentage d'offres en profit. Quand on a un pourcentage d'offres en profit sur les réseau Bitcoin qui approche les 99%, ça veut dire que la quasi-totalité des Bitcoins qui sont en état d'existence, qui ont été minés, sont détenus avec un profit. Ça va mécaniquement, psychologiquement, inciter de plus en plus de détenteurs de Bitcoin de ces UTXO à réaliser un profit. Et ce qui s'est passé, c'est que la dernière fois qu'on a eu une rentabilité de l'offre, un pourcentage de l'offre rentable à 99%, c'était en mars 2024. Qu'est-ce qui s'est passé en mars 2024? On a imprimé le top des 73 000 $, par exemple. On peut, grâce à ce genre de données, être capable de savoir, grosso modo, si on est en état de saturation du profit ou de la perte. Saturation du profit, au-delà de 95 à 99% de l'offre en profit, on va retrouver des comportements de prise de profit qui vont augmenter la pression de vente sur le marché, ralentir les hausses, voire même inverser les hausses. Parce que, en fait, il y a trop de monde en profit, ça crée un état d'euphorie et tout le monde veut vendre et il n'y a plus assez de gens, il n'y a plus assez de demandes, il y a trop d'offres. On peut avoir l'inverse, bien sûr. On peut avoir un pourcentage d'offres en profit qui est relativement bas, qui va en général vers les 60-50%. Déjà, on est sur des pourcentages qui sont très très bas, qu'on retrouve que dans des contextes de bear market extrême, où quand tu as 50% de la supply, quand tu as donc à peu près 9,5 millions de BTC en profit, c'est que déjà qu'il y en a une bonne, enfin, pardon, perte, excuse-moi, ça veut dire qu'il y en a déjà une bonne partie qui sont sous l'eau, et à ce moment-là, ça crée des comportements de prise de perte avec des gens qui capitulent, et c'est historiquement les meilleures périodes pour accumuler des bitcoins sur du DCA ou ce genre de choses. Donc, un indicateur, ça peut être le pourcentage d'offres en profit. Extrêmement simple. Trouvable partout de manière gratuitement sur Check On Chain, Bitcoin Lab. Vraiment, là, tous les indicateurs que je vais vous citer, vous pouvez les trouver sans même avoir accès à un fournisseur de données on-chain payant. Tout est absolument gratuit. On pourra discuter ensuite des fournisseurs de données on-chain alternatifs. Ça me fera plaisir. Premier point, du coup, c'est le pourcentage d'offres en profit. Ensuite, on a le MVRV. Ce que j'appelle le ratio MVRV, c'est le rapport entre la valeur boursière du Bitcoin, donc sa market cap, et la valeur implicite qui a été investie par tous les détenteurs de BTC, ce qu'on appelle la capitalisation réalisée. Je vais faire un petit hiatus sur la capitalisation réalisée rapidement. Pour faire très simple, comme on l'a dit tout à l'heure, comme on sait en fait à quel prix a été détenu une UTXO à son dernier mouvement, on est capable d'estimer le prix moyen en faisant le prix d'achat moyen de toutes les UTXO, le prix moyen d'achat de tout le marché, ce qu'on appelle la capitalisation réalisée, qui varie différemment de la capitalisation boursière du BTC. Et historiquement, ce qui se passe, c'est que la majorité du temps, le BTC, il va être au-dessus de cette capitalisation réalisée, de ce prix moyen d'achat, ce qui veut dire que dans l'ensemble, le marché se passe bien. Une fois que l'écart au-dessus est significativement haut, on se rend compte que statistiquement, ça peut amener à des tops. Mais ce qui peut être très intéressant, surtout, c'est pour les bottoms. À chaque fois, et je répète à chaque fois, bon, évidemment, le passé ne présage pas du futur, mais là, on est sur un comportement cyclique, psychologique. C'est très, très particulier et je mettrai ma main au feu que dans 2 ou 3 cycles, ce sera encore valide. Dans ce cas-là, on verra si j'ai raison. Mais à chaque fois que le prix du BTC est tombé sous le prix réalisé, donc c'est-à-dire sous le prix moyen d'achat,
À chaque fois que la capitalisation boursière est descendue sous la capitalisation réalisée, eh bien, on a eu un marché qui est entré dans une phase de perte latente extrême. Et à chaque fois, c'était des opportunités d'achat incroyables. À chaque fois, c'était les bottoms. C'est arrivé entre 20 et 18 000 sur le cycle baissier de 2022, par exemple. C'est arrivé quand on était entre 5, c'était quoi? C'était entre 4 et 5 000 sur le cycle de 2019, il me semble. Voilà. Des choses comme ça. Donc vraiment des signaux très, très clairs. On a parlé du pourcentage de francs profit, on a parlé du MVRV. Le dernier, c'est le SOPR. SOPR, ça veut dire Spent Output Profit Ratio, c'est le ratio de rentabilité des dépenses. Encore une fois, on revient à la notion du TXO. On sait à quel moment, à quel prix le TXO elle a été acheté. On regarde quand est-ce qu'elle est dépensée. D'accord. Maintenant, on fait le rapport entre le prix au moment de l'achat et au moment de la dépense. Si le prix d'achat il est supérieur au prix de dépense, bah, manifestement, il y a une perte qui a été réalisée. Si le prix d'achat il est inférieur au prix de dépense, manifestement, il y a un profit qui a été réalisé. Et à partir de là, tu peux aller mesurer à quel point le profit est élevé ou pas. Et le SOPR, du coup, c'est la dernière phase, entre guillemets, de ce que je suis en train d'expliquer. Pour le faire simplement, en gros, le pourcentage d'offres en profit, il va mesurer globalement la rentabilité du marché. Le MVRV, il va mesurer plus en détail la rentabilité des investisseurs à un moment donné. Donc, OK, on a pas mal de supply qui est en profit. À quel point les investisseurs sont en profit? Ah, ils sont en profit assez haut quand même. Bon, ils vont potentiellement être incités à réaliser des profits. Et ensuite, le SOPR te permet de mesurer, bon, bah, OK, là, ils sont en train de réaliser des profits. À quel point ils sont en train de réaliser des profits? À quel point l'intensité de la prise de profit est importante? Et donc, à quel point l'intensité de la pression de vente sur les marchés spot est importante également. Donc, 3 indicateurs très, très simples. Pourcentage de francs profit, MVRV et SOPR, que vous pourrez retrouver à peu près partout et dont j'ai créé, que j'ai combiné pour créer un indicateur open source, qui est disponible à tout le monde, en allant sur mon profil, vous le trouvez très facilement. Ok, moi je connaissais les deux premiers. C'est vrai que le dernier, j'en avais entendu parler, mais je ne l'utilisais pas, donc je regarderai peut-être un peu plus. Et je Yes. voulais savoir si, selon toi, un débutant devait utiliser les mêmes indicateurs que quelqu'un de confirmé. Non. De mon point de vue, l'analyse on-chain, comme c'est quelque chose qui est nouveau et qui est pas naturel pour tout le monde parce que, bah, c'est une nouvelle discipline, je recommande pas à quelqu'un d'aller sur des données très, très poussées directement parce que, bah, cette personne, elle saura pas les interpréter ou si elle les interprétera pas nécessairement de la bonne façon et ça va desservir en fait cet individu. Avant tout, si je devais former quelqu'un à l'analyse on-chain, avant même de passer sur des métriques avancées, moi j'utiliserais d'abord la définition. Qu'est-ce qu'une blockchain? Quels sont les différents types de blockchain? Tu as des blockchains sur base du TXO, tu as des blockchains sur base de compte. OK. Qu'est-ce qu'une offre? Comment est-ce qu'elle est distribuée? Qui sont les participants? Quelle est la psychologie des participants qui détiennent un certain pourcentage de l'offre sur un marché? Et après seulement avoir vraiment fourni des bases, je commencerai à donner des indicateurs tranquillement potentiellement le pourcentage d'offres en profit, puis ensuite la capitalisation réalisée, le MVRV et le SOPR, mais ça viendrait vraiment dans un second temps. Je pense que la majorité, et je le vois, hein, je ne veux pas jouer le détracteur, mais c'est quand même important pour moi de, comment dire, de défendre la véracité de ma discipline. Et je vois beaucoup de personnes qui avant étaient des influenceurs ou des gens à gros compte en 2020, 2021, 2022, qui faisaient beaucoup d'analyse technique, d'Ishimoku, d'analyse Fonda sur le crypto Twitter anglophone qui aujourd'hui, parce que le on-chain commence à avoir le vent en poupe, utilisent des données on-chain pour faire de l'engagement sur des posts parce qu'ils vont balancer une donnée on-chain qu'ils ne comprennent pas. Ils vont mettre ah, c'est bullish, ah, c'est bearish sans explication aucune, sans même définir ce qu'est la métrique, quelle est son interprétation. Et ils vont te faire des milliers de vues. Et ces mecs-là, ils cassent notre taf parce qu'en fait, c'est même pas qu'ils vulgarisent pas, c'est qu'ils font pas d'efforts et la vision qu'ils offrent de l'analyse on-chain au grand public est absolument faussée. Donc je préfère vraiment, du moins je préférerais vraiment que les individus qui s'intéressent à l'analyse on-chain prennent le temps d'apprendre la base progressivement et ensuite, ouais, je prends l'exemple d'un ami tout bête, hein, un ami, il a voulu s'intéresser à l'analyse on-chain il y a 6 mois. Je lui ai dit: «Écoute, pas de souci. Soit tu prends la méthode de ton influx là et du coup tu commences à utiliser ça, directement et bah, grand bien t'y fasse. Soit moi je te donne mes méthodes, je t'explique et puis même je te chapeaute si tu veux et je t'aide un peu, je t'aide un peu à apprendre et en l'espace je te donne 6 à 12 mois et dans 6 à 12 mois tu seras compétent et tu pourras même être bien plus compétent que la majorité des gens que tu connais». Bon, au début il m'a dit: «Non, je vais essayer de faire avec les données du gars». Ça n'a pas marché malheureusement, il a perdu un peu de pognon, ça lui a pas bien réussi. Il est revenu vers moi, il m'a dit: «Bon écoute, maintenant j'ai envie de prendre le sentier, un peu plus long, mais qui est plus efficace». Je lui ai dit: «OK, bah vas-y, on va apprendre tous les 2». Je l'ai formé et aujourd'hui, il est plus pertinent et plus compétent que 99 des gens que je vois sur le crypto Twitter qui font du on-chain. Vraiment, c'est le côté patient et le côté: «Je veux apprendre, mais je vais apprendre lentement». Lentement mais sûrement. C'est vraiment ce côté-là.
Non, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est vrai qu'il faut à peu près comprendre ce que tu fais et comment ça marche avant d'aller regarder des indicateurs peut-être trop compliqués justement et ne pas comprendre vraiment ce qu'il y a derrière et faire un peu n'importe quoi. C'est clair. Et une autre question, est-ce que selon toi, le fait d'avoir trop d'indicateurs, c'est une mauvaise chose? Ou alors justement, c'est tu en rajoutes plus tu montes en compétences? Ah, ça dépend. Ça dépend pour plusieurs choses. Alors, c'est vrai qu'on peut le voir de plusieurs façons. Déjà, comment dire? Il y a la transversalité à travers les différentes disciplines. On va souvent opposer l'analyse on-chain à l'analyse technique, à l'analyse fondamentale, à l'analyse par Ishimoku, par exemple, alors qu'à mes yeux, ce sont des disciplines qui ne sont pas là pour faire de la compétition, mais pour se compléter. Parce que justement, elles offrent à celui qui est capable de les maîtriser différents spectres, différents prismes, et qui est capable de maîtriser ces 4 ou 5 ou 6 spectres différents aura encore plus d'informations. Une fois que cette information elle est là, il y a beaucoup d'indicateurs, c'est vrai. Et il y a des indicateurs qui sont plus pertinents que d'autres. Il y en a qui ajoutent juste du bruit et pas de signal. Et c'est vrai que souvent, je préfère personnellement me concentrer sur 10, vingtaine d'indicateurs qui sont très puissants et qui ont vraiment des excellents signaux, plutôt que d'avoir 200, 300, parce qu'il y en a beaucoup, hein, des indicateurs on-chain, tu en as pour tout et n'importe quoi. Et moi, j'en connais plus d'un millier. Mais sur un millier, il y en a qui sont absolument pas significatifs et qui ont un usage vraiment extrêmement ponctuel sur un moment donné, qui n'ont pas vraiment de vrai signal intéressant. Donc moi, vraiment, je suis du côté, il faut être pluridisciplinaire et accepter que l'analyse on-chain, c'est très bien, mais l'analyse technique, c'est aussi très, très bien. Et l'analyse Ishimoku et l'analyse fondamentale aussi. Donc vraiment, il y a une complémentarité des disciplines de ce point de vue-là. Et à l'intérieur même de ces disciplines, il faut être capable de sélectionner les données qui sont les plus pertinentes pour limiter le bruit et augmenter le signal. Ça, bien sûr, ça dépend de chacun. Je pense qu'il y a des individus, enfin, des individus que je connais qui préfèrent utiliser certaines données on-chain que moi je boude un peu. Et puis là, c'est vraiment une appréciation personnelle, je pense, de ce point de vue-là. Du coup, là, je voulais parler un peu de ton indicateur maison, du coup, le Bitcoin Momentum Oscillator. Est-ce que tu Ouais. pourrais nous le présenter de manière simple pour comprendre à peu près comment il marche? Ah super, tu as un partage d'écran, c'est excellent. Bah ouais, écoute, en plus, c'est super parce que tu viens de nous montrer à nos spectateurs la version open source et gratuite sur le Bitcoin Lab, donc je les invite vraiment à aller la chercher. Cet indicateur, il est extrêmement simple. Il reprend en plus exactement la méthodologie que j'ai exposée précédemment, c'est-à-dire qu'on va aller chercher le pourcentage d'offres en profit, on va aller chercher le MVRV, on va aller chercher le SOPR. On va se poser 3 questions logiques. Première question, est-ce qu'il y a suffisamment d'offres en profit pour que le biais général du marché soit haussier? Si oui, plus 1. Sinon, moins 1. Plus 1 haussier, moins 1 baissier. OK. Maintenant qu'on a déterminé ça, est-ce qu'il y a suffisamment de profits ou de pertes latentes pour que les individus soient dans un état soit de stress financier en cas de perte, soit d'euphorie financière en cas de profit? Oui, plus 1. Non, moins 1. Encore une fois, et tu les cumules. Et troisième chose, maintenant qu'on sait qu'il y a soit une bonne partie de l'offre qui est en perte ou en profit, maintenant qu'on sait qu'il y a soit une bonne partie des investisseurs qui sont en perte ou en profit, est-ce que ces investisseurs sont en train de réaliser des profits intenses? Oui, plus 1. Pression de vente augmentée. Est-ce qu'il y a des investisseurs qui sont en train de réaliser des pertes intenses? Oui, moins 1. Pression de vente augmentée aussi, mais opportunité d'achat. Et une fois qu'on a combiné ces 3 questions, eh bien, en fait, on obtient ce oscillateur parce que la première phase qu'on est capable de voir, si tu, par exemple, places ton curseur entre 2016 et 2017, tu vas te rendre compte que cette phase-là, c'est la phase où il y a une bonne partie de l'offre qui est en profit, mais on n'a pas encore beaucoup d'investisseurs qui sont en profit. Donc, on va avoir un oscillateur qui va être en gros, j'ai récupéré les plus 1, moins 1, donc c'est-à-dire de plus 3 à moins 3, l'oscillateur il oscille, et je l'ai redivisé ensuite, je l'ai factorisé par 3. Donc en fait, ça donne des valeurs qui vont de moins 1 à plus 1. Moins 1 étant le momentum haussier et atteint son paroxysme, et il y a des forts risques de formation de sommet, ou moins 1, le momentum baissier, il atteint son paroxysme, et il y a de forts risques de formation de bottom. Donc ce qui va se passer, c'est que quand l'indicateur est neutre, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose. Dans tous les cas, la rentabilité du marché est plutôt neutre, le sentiment est plutôt OK. Quand on est à plus 0,33, c'est la rentabilité de l'offre commence à devenir intéressante, le biais est aussi en train de se développer. Plus 0,6, la rentabilité de l'offre est positive, elle est bien, les investisseurs ils commencent à bien être haussiers, et en plus ils commencent à détenir des profits latents relativement importants, ce qui logiquement va les mener vers une prise de profit par la suite. Et donc, ensuite on va arriver à plus 1, la concrétisation. On est capable de mesurer à la fois un fort pourcentage d'offres en profit, une forte rentabilité latente des investisseurs et une forte prise de profit
sur le marché, ce qui coïncide la majorité du temps, comme on le voit sur cet indicateur, avec les sommets locaux. Et bien sûr, on est capable de faire la question inverse, donc avec la graduation moins 33 pour l'offre en profit qui est plutôt en perte, moins 0,66 quand le MVRV est plutôt bas, c'est-à-dire que les investisseurs ont plutôt des pertes latentes conséquentes et du coup un stress financier qui commence à accélérer, donc potentiellement une propension à la génération de prise de perte qui est plus importante. Et ensuite, moins 1, donc quand la prise de perte commence à s'intensifier. Et là, on tombe sur les zones bleues, qui sont les zones de bottom qui coïncident avec les bottoms de bear market, enfin de 2019 par exemple, et de 2022-2023. Je t'invite d'ailleurs, est-ce que c'est un screenshot ou est-ce que tu es sur le site même là? C'est un screenshot, mais je Ok. peux aller. J'avais mis ton Twitter au cas où, et aussi où Yes. tu présentais justement les différents, enfin ton indicateur. Ok, parce que si jamais tu étais allé sur le site, je t'aurais donné un petit tips et j'aurais donné aussi à ta communauté un petit tips pour utiliser le BMO, justement le Bitcoin Momentum Utilisator, qui est quelque chose d'extrêmement simple, hein. Il faut juste, tu retournes voilà, sur Research Bitcoin Now, donc RBN là, Celui-là. dans les modèles. Et en fait, juste appliquer, c'est tout con, mais appliquer une moyenne mobile à 3, donc une SMA 3 sur le BMO, sur le Bitcoin Momentum Oscillator, ça permet de lisser le signal. Et c'est vraiment, ça donne des signaux encore plus intéressants parce qu'il y a pas mal de monde qui m'ont dit c'est bien ton taf et tout, mais on se rend compte qu'au final, ça signale les sommets, mais bon, voilà, on ne sait pas trop quand vendre, pas trop comment acheter. Bon, d'accord, chacun a son appréciation de la chose. Et du coup, je me suis rendu compte que juste appliquer une moyenne mobile à 3 jours, en fait, ça lissait bien le signal et ça apportait quelque chose de très très intéressant. Donc si tu es chaud de montrer ça à la commu, je pense que ça leur permettra à la fois de visualiser pour qu'ils voient comment prendre en main l'outil, accéder aussi au modèle et puis ensuite qu'ils voient comment ajuster pour Ok, donc avoir les meilleurs signaux ce possibles. site-là, c'est ça? Ouais, c'est ici, là, tu es exactement, tu es sur The Bitcoin Lab. Tu vas à gauche en bas sur Prof Chain Model, juste en bas en dessous, voilà, ici même. Clique dessus, ça va te l'afficher. Juste pour les gens qui ne connaisseraient pas ce site, c'est un site totalement open source, totalement gratuit, qui est développé par un collègue à moi qui s'appelle le Bitcoin Researcher. Et vraiment, l'idée, c'est lui, il fait tourner ses nœuds et il veut offrir la même qualité de données que Glassnode, voire même mieux que Glassnode, totalement en open source et en gratuit. Donc, n'hésitez pas à aller voir son taf, c'est vraiment génial. Et voilà, une fois que tu es là, tu vas sur No Filter, donc tu vas essayer d'ajouter un filtre donc dans la variable 1. Clique sur la petite flèche, exactement. Et ensuite, on va te proposer de choisir une moyenne mobile, SMA, Simple Moving Average, SMA, yes. Et après, tu vas sur le petit Days à côté, tu mets 3. Simplement 3, tu presses Entrée, et ensuite le graphique va se recharger. Et tu vas voir, voilà, tout de suite, ça lisse un peu mieux les entrées, les sorties. Et quand tu pars sur des échelles de temps un peu plus élevées, comme sur le 9 ans notamment, tu te rends compte que chaque bottom de bear market et chaque top de marché haussier, ou du moins top cyclique ou local, est indiqué, quoi. Ok, super intéressant. Et je voulais savoir, du coup, toi, tu commences à rentrer à partir de quel moment? Est-ce que tu attends d'être proche des -1 ou est-ce que tu veux possiblement, vu qu'on est à -1, il ne se passe plus rien sur les marchés, est-ce que tu vas attendre qu'il y ait un petit retour des investisseurs pour pas bloquer ton argent possiblement trop longtemps et revenir quand justement il y a un peu plus de traction, peut-être quand on est vers les -0,33 et qu'on commence à avoir un petit retour des investisseurs? Yes, bah, c'est une bonne question et pour le coup, je peux pas encore véritablement répondre parce que comme c'est un modèle qui a été développé, au cours des 6 derniers mois, mais qui a été publié qu'en juin à peu près, bah, en fait, j'ai pas encore, moi non plus, énormément de backtrack en fait, si tu veux, de record pour pouvoir, l'appliquer moi-même à mes stratégies d'investissement et mes décisions d'investissement. J'avais commencé à avoir déjà un prototype en début d'année 2024 et du coup, en mars 2024, je voyais déjà donc le top qui est signalé ici en mars 2024, je l'avais déjà anticipé. Donc de mon point de vue, j'avais limité le risque, mais je l'avais fait de manière personnelle parce que j'avais pas encore publié, que j'étais encore en phase de test, machin, et que je me dis: «Bon, peut-être que c'est un faux signal». Donc, j'avais déjà fait plus ou moins attention. Par contre, ce que je peux dire, c'est que lorsqu'on a déjà eu une phase de saturation, donc en rouge, et que ensuite le momentum devient neutre, voire commence à avoir des petits pics baissiers, ça indique des turbulences et ces turbulences, souvent, elles sont les prémices d'une possible transition vers un bear market. Et si tu regardes là les valeurs du BMO au cours de la dernière année, eh bien, on se rend compte qu'en fait, à chaque fois que le prix du BTC est passé sous les 57 000 $, le BMO, il nous a indiqué qu'on commençait à avoir le pourcentage de profit de l'offre qui commençait à être un peu moins haussier, que le sentiment il commençait à se dégrader. Et donc, ça nous donne des signaux potentiels de prémices de retournement
à mes yeux, on est toujours dans une structure de bull market. En fait, il n'y a pas, y a pas à dire, mais on commence à sentir des signaux de fragilité. Cette fragilité, elle peut être effacée demain si on fait un plus D sur le prix, évidemment. Mais pour l'instant, on se rend compte qu'on est sur une phase de fragilité et le BMO le traduit bien en imprimant quelques valeurs qui sont quand même négatives. Même si on n'est pas dans du full négatif, on reste sur du 0,33. Hein. Il n'y a vraiment pas énormément de prise de perte en termes d'ampleur. Il n'y a vraiment pas beaucoup de pertes latentes dans tous les cas en termes d'ampleur, mais on se rend compte qu'il y a quand même une partie de l'offre qui a été accumulée au cours des 6 derniers mois, à peu près 25%, donc un quart de l'offre, qui actuellement est dans un état de stress financier assez important. Ça dépend à quel point les gens ont acheté. S'ils ont acheté vers les 60 000, c'est pas très important. S'ils ont acheté à 60 000, ça commencera à être important. Et donc ça, c'est transmis par cet indicateur. Ok, bah super intéressant. Je pense que je vais le rajouter dans les indicateurs globaux que j'ai pour justement commencer à me dire là, il faut que j'accélère ma prise de profit. Mmh. Yes, carrément. Et, euh, et j'avais une question. Quelles étaient les sources que tu utilisais principalement? Est-ce que tu vas être sur des Glassnode, sur des Messari? Est-ce que tu as des sites, peut-être d'autres sites? Nice. Alors, pour faire simple, dans l'ensemble, moi, j'utilise 3 grandes sources de données on-chain, même 4, on va dire, mais plutôt 3 dans l'ensemble. J'utilise Glassnode parce que, beh, je taffe avec Glassnode depuis très longtemps. Je suis aussi leur traducteur, associé, en français, donc c'est moi qui m'occupe de la traduction de leur newsletter et autres. Je connais très, très bien l'équipe parce qu'étant un proche de James, dans tous les cas, voilà, Glassnode, j'aime beaucoup leur outil, puis ils se différencient des autres parce qu'ils ont le Workbench. Le Workbench, qui est un outil qui permet de développer des métriques, et c'est d'ailleurs grâce au Workbench que j'ai pu développer le BMO, le Bitcoin Momentum Oscillator. Ensuite, à part Glassnode, j'utilise aussi la suite de données on-chain gratuite de James même, de James Check, donc Check on-chain, qui est disponible à tous, à toutes et à tous gratuitement pour l'instant. J'avais entendu des échos comme quoi ils voulaient la rendre potentiellement payante avec des tiers d'ici peu de temps, parce que là, il est parti de chez Glassnode, il fait ses choses tout seul, donc je pense qu'il va vouloir capitaliser sur ça. Il y a moyen, mais dans tous les cas, Check on-chain, j'utilise énormément parce que le design des graphiques est vraiment excellent. Il y a vraiment des très très bonnes données et surtout on accède à des données des investisseurs à court terme et long terme, donc les STH et LTH pour ceux qui connaissent, qui sont chez Glassnode payantes avec un tiers relativement important, le tiers T3 pour certaines données qui va chiffrer jusqu'à plus de 800 € par mois. Donc c'est une grosse barrière à l'entrée et Check on-chain les offre tout à fait gratuitement. Et le troisième, c'est de Bitcoin Lab sur lequel tu es encore actuellement, qui a pour vocation de devenir le Glassnode open source et gratuit pour tout le monde, sur lequel on est capable de retrouver quasiment la majorité des métriques que je trouve les plus pertinentes sur Glassnode. Évidemment, il y a des trucs que Glassnode aura que eux n'ont pas. Enfin, Bitcoin Lab, il ne va pas aller mesurer le nombre de frais qui est payé par les inscriptions, les runes, il ne va pas aller chercher certaines données par rapport aux mineurs. D'accord, ok, c'est pas grave. Dans tous les cas, ces données-là, Glassnode, il va les chercher ailleurs. Mais il est capable de donner toutes les données que je trouve les plus pertinentes et il y en a largement assez pour que des personnes puissent prendre des décisions d'investissement et des investissements qui soient beaucoup plus éclairés. Et à mes yeux, vraiment, le Bitcoin Lab, c'est le phare dans l'obscurité, d'un certain point de vue. Parce que c'est vraiment le mec qui s'est dit, moi j'ai mon nœud, je suis capable de faire de la donnée on-chain, je vais la donner à tout le monde gratos, et puis on va voir ce que ça donne. Et puis du coup, c'est cool, parce qu'il y a des gens qui s'invitent et qui créent de nouveaux indicateurs. Moi, j'ai pu mettre mes indicateurs sur son site. Kunta, qui est un autre analyste on-chain qui crée des modèles assez intéressants, il a pu aussi développer 2 modèles qui sont disponibles. Enfin, c'est vraiment sympa. Vraiment, dans tous les cas, Bitcoin étant un projet open source, je trouve que l'éthos même d'aller créer pour offrir à la communauté, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et même s'il y a des business models qui ont besoin d'entrée de capitaux pour rester rentable, ce mec-là, il fait ça sur son temps libre. Il n'a pas prévu de le rendre payant. Et du coup, c'est une super alternative. Donc, Glassnode, Check on Chain et de Bitcoin Lab. Vraiment, le top 3. Ok, non, c'est vrai que le dernier gratuit, je ne le connaissais pas et au moins cette interview m'aura permis de rajouter des petits oscillateurs et des petits sites à ma checklist. Carrément. Et Et petite info pour ceux que ça intéresse. Peut-être jamais il y en a quelques-uns qui développent ou qui aiment bien jouer avec des données. Sur de Bitcoin Lab, en plus, là, vous le voyez juste en haut, au-dessus de la variable 2, il y a un accès API. C'est-à-dire que là, c'est encore une bêta, le site est encore en développement et tout, mais vous pouvez aller extraire les données via une API qui est en Rust, il me semble, je ne sais plus. Bref, vous pouvez extraire les données qui sont disponibles sur le Bitcoin Lab pour faire vos propres modèles et récupérer les données à la maison. Donc, il n'y a même plus besoin d'avoir un nœud blockchain chez soi. Vous pouvez directement extraire les données de l'API sans faire tourner un nœud. C'est magique. C'est gratos. ok. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a un mythe sur l'analyse on-chain que tu voudrais démystifier, comme par exemple que ça coûte forcément très cher d'avoir accès à des données ou que c'est que très complexe d'avoir des données, parce que là, de ce que tu nous as montré, possiblement, on peut avoir des données assez facilement compréhensibles, par exemple avec ton oscillateur. Donc voilà, est-ce qu'il y a un mythe que tu aimerais démystifier? Alors,
Pour être honnête, il n'y a pas beaucoup de mythes sur l'analyse on-chain qu'on n'ait pas déjà qui ne soient pas déjà débunkés dans cette vidéo, dans le sens où on a montré que c'était accessible. On a montré que c'était simple, mais qu'il fallait quand même s'y intéresser. On a montré que c'était quelque chose qui n'était pas une science exacte et qu'il fallait quand même toujours questionner à la fois les hypothèses des modèles, les méthodes et les résultats. Donc, moi, après, je connais pas beaucoup de mythes sur l'analyse on-chain en soi, parce que étant quelqu'un qui, comment dire? Et étant quelqu'un qui fait partie des pionniers de l'analyse on-chain en France, j'ai pas non plus le point de vue de quelqu'un qui commencerait à s'y intéresser et donc il y aurait potentiellement ces mythes. Par contre, il y en a peut-être que tu pourrais mentionner, on pourrait en discuter, mais moi, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête. Non, non, moi j'avais principalement le fait que ça coûte cher et que ce soit très compliqué, c'est ce qui remonte la plupart du temps. D'accord, écoute, bah, j'espère que les gens qui regardent cette vidéo auront la preuve du contraire parce que c'est vraiment, c'est pas compliqué, mais bon, il faut s'y intéresser un peu et aujourd'hui, il y a toutes les alternatives gratuites si vous voulez, vraiment très simple. Ok, maintenant je voulais passer sur une autre partie. Je voulais savoir si tu faisais un peu du suivi du comportement des plus gros portefeuilles et des whales, et si selon toi elles manipulaient réellement le marché ou elles avaient seulement un rôle à jouer sur les petits altcoins et les plus petites crypto-monnaies. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Et là, on peut parler de mythe, à mes yeux. Là, on peut essayer de définir qu'est-ce qu'un mythe ou pas, qu'est-ce qu'une légende urbaine dans le secteur des crypto-monnaies. Parce que souvent, on confond, à mes yeux, des whales, qui sont des portefeuilles qui peuvent avoir plus de 1000 ou 10 000 bitcoins, avec des cold wallets d'exchange ou avec des cold wallets de market maker, où on peut vraiment essayer. En fait, c'est intéressant parce que le principe d'une baleine, comme il n'y a pas d'identité qui est liée à cette entité, on peut toujours essayer de faire croire un peu ce qu'on veut. Et toutes les personnes qui ont fait de l'analyse on-chain en suivant les whales, je parle vraiment là de Bitcoin, je ne parle pas des altcoins, c'est vraiment différent. Parce que Bitcoin, on a une masse monétaire sur le marché de plusieurs centaines de milliards, si je ne me trompe pas. Bref, c'est quand même très très costaud. Une whale ne peut pas faire bouger le marché comme elle veut sur Bitcoin, alors que sur un petit altcoin, vraiment une small cap, les trucs peuvent vraiment bouger de manière beaucoup plus importante en termes de volatilité des prix. Donc, c'est pas du tout la même incidence. Je suis d'accord que le suivi des whales peut être intéressant sur vraiment de la small cap, mais on part sur la spéculation des jeunes et moi, ça m'intéresse pas. Je respecte ça, mais ça m'intéresse pas. Et du coup, pour Bitcoin, je trouve que ça n'a soit pas d'intérêt parce que dans tous les cas, ces whales-là, elles ne vont pas faire bouger le marché en soi, c'est les market makers qui vont faire bouger le marché, ça va être les comportements de masse. Et une whale, elle va pas vraiment. Je vois pas en fait, faudrait qu'on m'explique comment ferait une whale pour bouger le marché dans des order books de ceux de Binance ou Bybit qui sont des order books avec une profondeur de marché à 1 ou 2% qui est extrêmement élevée. Il faudrait vraiment aller sur des exchanges où la profondeur des order books est très très faible et là balancer des ordres à 100, 200 BTC alors que les ordres ils sont à 0,1, 0,2. Là, il y aurait de la volatilité, mais ça se répercuterait que sur l'exchange en particulier, que dans cet order book en particulier. Et quand on voit la profondeur des marchés qui prévient justement la volatilité des prix sur les gros exchanges, je me demande comment est-ce qu'une whale peut vraiment arriver à manipuler le marché, à part peut-être avec du spoofing, c'est-à-dire aller placer sur des carnets d'ordre des ordres de marché, mais pour les retirer juste après, pour faire croire qu'il y a soit un mur d'achat, soit un mur de vente, donc un sell ou un buy wall, et ensuite potentiellement le retirer juste pour aller faire peur aux analystes qui regardent ce genre de données. Honnêtement, j'ai du mal à m'y intéresser. Et des analystes on-chain les analystes on-chain que je suis qui essayent de suivre le comportement de gros portefeuilles pour avoir du market insight, mais j'ai rien vu de concluant et je respecte leur taf parce que je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à en tirer. Et je dirais simplement que je reste dubitatif et pour l'instant, j'ai pas vu de résultat. Je veux pas dénigrer la chose et je dis pas que ça vaut rien, mais pour l'instant, j'ai pas vu, j'ai rien vu qui me paraisse suffisamment pertinent pour me dire faut que je m'y penche moi aussi et il faut que je commence à suivre les whales, de mon point de vue. Ok, ok, non, moi je suis plutôt d'accord avec toi. Le seul truc que je regarde, c'est s'il y a des whales justement sur des plus petites crypto-monnaies, donc un peu plus sur la partie tokenomics, pour Ouais. regarder si justement elles peuvent pas manipuler le marché. Mais c'est vrai que je trouve que le suivi des whales pour regarder le marché en global, sur par exemple des Bitcoin et Ethereum qui ont énormément de liquidités, c'est vrai que ça n'a pas forcément un impact énorme sur les prix et il faut plus regarder comment se comporte l'ensemble des investisseurs. Carrément. Ok, du coup, je voulais passer sur une autre partie, c'est parler un peu des nouvelles technologies et de ce que ça pouvait, en quoi ça pouvait impacter ton travail. La première partie, ce serait tout ce qui est technologie de confidentialité, comme par exemple les Zcarolas. Est-ce qu'elles ne vont pas Mhm. trop nuire à l'analyse on-chain en possiblement justement ne permettant pas de divulguer toutes les données?
Ouais, c'est tout à fait possible, hein, ça dépend sur quelle blockchain on se base, hein. Moi, j'étudie majoritairement Bitcoin et Ethereum, donc pour l'instant, les ZK dessus, ça représente une partie minimale, voire potentiellement inexistante des transactions. Donc, en vrai, théoriquement, si on a de la technologie avec du Zero Knowledge Proof qui est implémentée et qui commence à cacher certaines données, bah OK. Ça dépend si les données qui sont cachées, elles sont significatives ou pas. La question, c'est est-ce qu'on arrivera à faire quelque chose à la Monero où, bah, en fait, tout est publié, mais tout est chiffré dans le sens où on ne sait pas qui a envoyé combien à qui. Parce que Monero, c'est ça, tout est public, mais tu ne sais pas du tout ce qui se passe. Donc, si le montant est caché, si l'adresse de départ et l'adresse d'arrivée sont cachées, à ce moment-là, bah oui, ça ne sert à rien de faire l'analyse on-chain parce que tu as juste aucune donnée exploitable. Par contre, si c'est d'autres données, si on va essayer de faire du ZK sur, je ne sais pas moi, les fees qui sont payés ou sur la route qui est empruntée par les différents tokens entre les différents échangeurs ou autres bridge, bah écoute, il y a quand même des données qui sont exploitables. Donc en vrai, je me suis pas assez penché sur le sujet pour me demander si ça allait, devoir, vraiment impacter le taf. Mais comme l'analyse on-chain est un milieu dynamique et qu'il va falloir s'adapter à des blockchains qui sont des écosystèmes vivants, comme on l'expliquait au début, écoute, s'il y a une adoption des ZK Rollup et que, ou de la technologie ZK Proof en général et que ça vient à, comment dire? À obfuscate, comment est-ce qu'on dit en français? Comment dire? J'ai pas le terme, désolé, à rendre un peu moins transparent, à imperméabiliser entre guillemets certaines données et qu'on n'a pas accès à tout. Mais je pense qu'on s'adaptera simplement à ce qui se passera dans l'avenir. Mais théoriquement, il est tout à fait possible que certaines blockchains deviennent de plus en plus opaques. Voilà, c'est ça, comme je suis sûr que de plus en plus opaques et qui sont un peu plus compliquées de les analyser. Oui, c'est possible en soi, oui. Ok, bah super intéressant ton avis là-dessus. Et je voulais savoir aussi si toi, tu trouvais que d'un point de vue technologique, l'intelligence artificielle avait une réelle synergie avec la blockchain. Moi, je trouve que pour le moment, il n'y a pas forcément besoin de blockchain au niveau de l'intelligence artificielle. Et deuxième partie de la question, je voulais savoir si tu voyais un impact de l'intelligence artificielle peut-être sur ton travail d'analyse on-chain. Ouais, ok. Particulier parce que l'IA, en fait, c'est marrant. Chaque année, tu as des buzzwords, chaque année, tu as des tendances. En 2019, de 2019 à 2021, vraiment, tu mettais blockchain partout, ta startup, elle explosait, tu avais des financements. OK. Maintenant, tu mets IA partout, ta startup, elle a des financements et c'est bon, tu décolles tout de suite. OK. Mais ensuite, qu'est-ce que c'est au final? C'est vraiment repartir à la définition. C'est un exemple tout bête, mais on parle de contrat intelligent sur le blockchain d'Ethereum. C'est pas des contrats intelligents, c'est des programmes très cons. Je suis désolé, c'est juste un programme automatisé. Ça n'a rien de particulièrement intelligent, ça n'a pas de décision propre et autonome d'un certain point de vue. Ils vont pas se coder eux-mêmes. Donc, on est sur des choses où, à mes yeux, aujourd'hui, les concepts technologiques sont un peu survendus et on vend beaucoup de rêves sur des applications qui ne sont pas encore développées. On regarde toujours de l'avant, mais au final, les seuls mecs qui savent vraiment ce que c'est les gens qui travaillent, qui codent, qui construisent. Et eux, ils sont très terre à terre et ils te diront non, mais arrêtez avec vos délires d'IA, de machin, parce qu'en fait, pour l'instant, on n'est pas du tout à niveau des expectations que vous arrivez à vendre à vos clients. Et donc, c'est intéressant parce que dépendamment de ton réseau de neurones, bah, ça peut être intéressant de nourrir ton IA avec une blockchain, sachant que c'est une base de données qui est quand même assez conséquente si tu as un nombre d'utilisateurs assez important, hein. Ça peut vraiment te monter très, très vite, bah, par les lois de puissance, par la loi de Metcalfe, hein, simplement, hein, bien sûr, hein. Et donc, bah, tu peux arriver à nourrir une IA assez facilement avec une blockchain s'il y a suffisamment d'utilisateurs. Après, comment est-ce que tu paramétreras ces décisions? Comment est-ce que le réseau de neurones arrivera avec des hypothèses données à te donner des outputs qui t'intéressent? Il faut qu'il y ait du taf. Moi, personnellement, je ne connais pas beaucoup de projets IA qui utilisent leur blockchain comme source de données principale en tant que nourriture pour faire travailler leur modèle. Donc, si tu en as, moi, je suis chaud que tu m'en parles. Ça m'intéresserait d'étudier ce genre de cas en soi. Et au niveau de l'analyse on-chain, il y aura forcément un moment ou un autre, d'ici 5 ou 10 ans, des analystes on-chain IA qui feront le taf que je fais, peut-être même mieux que je le fais. Ça, j'en suis persuadé, mais ça me pose absolument aucun problème. Bah, pour une raison très, très simple, c'est parce que, en fait, on a beau dire qu'il y a plein de gens qui vont se faire remplacer par l'IA dans leur taf parce qu'elle sera plus performante, bah, il faut déjà que l'IA, elle coûte moins cher qu'un humain, ce qui n'est pas nécessairement le cas parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, développer et nourrir une IA, ça coûte quand même du pognon. On voit que le produit final avec l'abonnement à 2 euros par mois ou à 3 euros par mois pour un compte sur Merlin ou autre. Et on ne se rend pas compte du taf qui a été fait derrière pour le développement et de ce que ça coûte. Donc déjà, il faut que ce soit rentable à utiliser. Et deuxièmement, il y aura toujours des humains pour préférer embaucher des humains que des machines. Ça c'est intemporel.
À mes yeux, il y aura toujours des humains qui préféreront taffer avec d'autres humains, ne serait-ce que pour le lien social, ne serait-ce que pour l'échange humain qu'on n'aura jamais avec une IA, qu'on n'aura jamais avec un programme qui a pas les émotions, qui a pas les biais non plus aussi, parce que oui, une IA peut avoir des biais, et il peut avoir même des biais de confirmation ou d'information qui sont encore plus forts que ceux d'un humain. Donc, en vrai, oui, il y aura des intelligences artificielles qui feront de l'analyse on-chain du market insight, qui donnent peut-être même des signaux aussi bons que tu le fais. Mais pour moi, ça ne représente pas un danger. Ça ne représente pas un danger pour les meilleurs d'entre nous, en tout cas. Ok, non, je suis plutôt d'accord avec ton avis sur l'IA. Moi, je pense que pour l'instant, en tout cas, avec la blockchain, la plupart des projets surfent sur une hype, mais n'apportent pas encore réellement quelque chose. Et C'est clair. après, je pense que oui, ça remplacera certains métiers, mais ça va aussi en créer de nouveaux. On a vu ça avec la bulle Internet et pas mal de choses. Donc, je pense qu'il y a pas trop à s'inquiéter si on continue à s'adapter et à suivre le mouvement. Carrément. Ok, maintenant je voulais repasser un peu plus sur toi et parler un peu de ton profil d'investisseur. Je voulais savoir si, lorsque tu choisissais un projet, si tu faisais seulement de l'analyse on-chain ou si tu allais aussi faire pas mal de fondamentales. Comme tu l'as dit, ça pouvait se compléter en regardant par exemple la tokenomics. Est-ce que l'équipe Mhm. derrière est bonne pour porter le projet? Ok. Bah, en vrai, c'est très simple, je fais pas. Pour une raison très simple, c'est que je cherche pas de tokens sur lesquels investir. La majorité du temps, la réponse que je donne aux gens, c'est moi, je suis quelqu'un de profondément essentialiste et je sais de quoi j'ai besoin. J'ai besoin de me protéger du débasement monétaire et d'être parfaitement incensurable et de protéger mon anonymat. Et bah, pour ça, j'ai Bitcoin et Monero. Et j'ai vraiment pas besoin d'autre chose et j'ai pas envie qu'on me présente autre chose ou quoi, à part si vous avez une technologie qui est plus encore opaque que Monero, présentez-la moi, ça me fera plaisir de l'étudier. Mais au-delà de ça, moi je fais pas d'analyse fonda sur des projets parce que je ne m'intéresse pas à d'autres projets, parce que je ne ressens pas le besoin d'aller chercher d'autres projets. Et si c'est une question de rentabilité, de ah oui, mais c'est vrai que les small caps, elles vont péter plus fort que BTC, et ben gros bisous à Ellen Market parce que Ellen Market, moi je les aime beaucoup, c'est des Français et j'aime beaucoup faire du lever sur Ellen Market. Je recommande à personne de le faire, mais avec de l'analyse on-chain et en étant suffisamment expérimenté et puis en ayant perdu suffisamment de pognon au bout d'un moment, on finit par en faire et du coup, du levier sur Ellen Market, sur BTC, me, me convient largement assez si jamais j'ai envie de faire de la spéculation et si jamais j'ai envie de risquer mes BTC pour gagner encore plus de BTC, j'utilise Ellen Market sans problème. Donc, mon profil d'investisseur dans l'ensemble, je suis quelqu'un qui est parfaitement long terme, donc je vais vraiment accumuler les monnaies qui me paraissent être les plus pertinentes sur du long terme. Donc, moi, j'accumule du BTC, du Monero, point barre, et tous les autres projets, je ne les regarde pas. Et si jamais à un moment je me dis, bah, là, ça peut être intéressant, je peux essayer de faire un petit peu de spécule sur ce mouvement parce que je sens que peut-être voilà, je pourrais jouer un petit swing sur quelques mois ou sur quelques jours. Bon, bah, je vais faire un petit coucou à Ellen Market, tranquillou. Mais la plupart du temps, l'analyse fondamentale et l'analyse technique, je la laisse à mes collègues qui répondent aux besoins de notre communauté, qui cherchent, eux, des altcoins qui peuvent avoir potentiellement de la performance ou des propositions de projets intéressantes. Parce que je ne dis pas du tout que les altcoins sont tous à chier. Je n'irai pas rejoindre ce discours du Bitcoin maximalisme, même si je suis d'accord avec plein de choses chez les maxis, de dire que tous les projets sont claqués au sol, je n'irai pas jusque-là. Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, l'innovation, elle passe par plein de stades à différents endroits dans l'espace des crypto-monnaies en soi, du secteur des crypto-monnaies. Et moi, je suis tout à fait pour l'innovation. C'est intéressant de tester de nouvelles choses, de tester de nouvelles technologies. Bitcoin, c'est un vieux truc qui est en train de s'ossifier. D'accord, ça fonctionne. Mais bon, c'est aussi peut-être intéressant d'aller voir quelles sont les autres potentielles technologies. Jamais j'irai à l'encontre du progrès. Par contre, personnellement, pour mon profil d'investisseur, ça ne m'intéresse pas du tout parce que c'est pas là que je vais aller capter la valeur. Ok, bah super intéressant. C'est vrai que tu es une des premières personnes qui reste vraiment que sur une ou deux cryptos et qui n'a pas trop cet appât du gain d'aller sur d'autres cryptos. Donc c'est intéressant d'avoir ton point de vue. Et je voulais Bah, savoir si. Oui, vas-y. excuse-moi de te couper, mais si je peux être franc avec toi, c'est parce que je l'ai déjà fait. C'est parce en ayant 3 cycles dans les dents, crois-moi que en fait, moi, je suis arrivé en août 2017, donc le Bitcoin, il valait à peu près 8 000. Il est monté à 20 000 très rapidement. J'ai acheté le sommet, j'ai acheté du BTC au sommet. Je me suis fait défoncer la tronche pendant un an et demi de bear market. Et après, je me suis dit, bah, en fait, maintenant, je vais acheter des alts parce que c'est les alts, le truc. Et du coup, pendant un cycle, moi, j'ai fait que du trading sans même du trading à vue, mais vraiment sans aucune compétence ni aucune performance d'ailleurs sur du BTC et des alts. Et comment dire, ça m'a vacciné tout de suite. Je me suis rendu compte qu'en fait, d'accord, il y a des projets qui ont le fondat solide, mais j'aime bien l'expression de Vincent Gall là-dessus, qui est notre analyste technique chez Cryptos Research, bah, que beaucoup, j'imagine, connaissent aussi, parce qu'il est quand même, il a un bon rayonnement, Vincent Gall. Il dit, il y a beau avoir le fondamental, si le momentum et l'action de prix n'est pas là, ça sert à rien.
C'est-à-dire que tu as beau avoir un projet solide, je sais pas moi, je sais pas quel projet, The Graph. The Graph, c'est un projet que je trouve en tant que protocole d'indexation sur différentes blockchains pour faire du bridge ou quoi, pour indexation de données en mode Google des blockchains. The Graph, vraiment, leur projet, dans la théorie, il est propre, tu vois, il est très très propre. Par contre, mais si l'action de prix, elle est pas là, malheureusement, le fondamental, il peut être décorrélé de l'action de prix et bah, c'est dommage, mais le truc est pas là. Et tu peux avoir totalement l'inverse. Tu peux avoir Dodge, PP ou XRP même, XRP. Le fondat du projet ou le fondat de ces projets, c'est soit vraiment une grosse blague, littéralement pour Dodge et PP, soit quelque chose qui, moi, en tout cas, ne me parle pas en termes fondamentaux et que je trouve non viable de se baser sur l'ISO 2122 pour XRP, mais c'est des trucs qui ont un fondat qui me semble claqué, mais qui pour autant vont avoir une action de prix vraiment vraiment très très volatile et très très intéressante à certains moments. Du coup, ça dépend vraiment de chacun. Et moi, ça m'a vacciné vraiment de faire du trading d'alt pendant le bear market de 2019, enfin 2018-2019, puis ensuite j'ai continué jusqu'en 2020, j'ai encore essayé 2-3 fois, et puis le crash Covid, ça m'a vacciné. Là, on s'est pris moins 50% sur le prix en quelques jours. J'ai fait, je m'en vais, je retourne à la base et je stick to the basis, tu vois. Ok, et je voulais savoir si en plus des données on-chain, tu regardais aussi des données off-chain, par exemple des données macro comme, ou des événements qui vont arriver comme les élections US ou je sais pas, le pivot de la Fed ou des données comme ça que tu ajoutais ton analyse on-chain ou si l'analyse on-chain te suffisait pour justement savoir quand entrer, quand sortir sur Bitcoin et Monero du coup. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, pour le coup, je suis tout à fait d'accord sur la thèse selon laquelle Bitcoin est un asset qui n'évolue pas dans sa bulle hermétique et qu'il est influencé par les cycles macroéconomiques, par les cycles de liquidité mondiale et par les décisions géopolitiques qui sont prises par certains pays. On a pu voir l'impact que pouvait avoir la Chine sur le BTC quand elle a décidé de bannir les mineurs de Chine en mai 2021. On a très 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 bien vu qu'est-ce que ça pouvait être. On a vu en 2020 ce que l'annonce du crack Covid a impacté les marchés financiers, donc les actifs à risque, donc Bitcoin. On a vu l'impact que ça peut avoir. Même la crise bancaire qu'on a eue en début 2023, elle a quand même eu un impact. Donc on voit que ce n'est pas un actif qui évolue dans un vase clos. Et à mes yeux, il est important de prendre en compte des données macroéconomiques sans non plus partir dans la surinterprétation et aller augmenter le bruit, bien sûr. Mais il faut prendre ça en compte parce que ne pas le faire serait se tirer une balle dans le pied, voire dans la tête. Maintenant, personnellement, je ne vais pas chercher ces données pour la raison simple que je fais partie de différents groupes avec des gens qui ont ces compétences et je délègue ces compétences-là à ces personnes. Donc, je m'intéresse à ce qu'ils me disent. Je prends entre guillemets acte et ça m'intéresse, mais moi-même, j'ai pas les compétences d'aller interpréter à un niveau extrêmement précis, expert, ce que vont donner différentes décisions économiques. Bon, après, quand on a conscience, par exemple, du yen carry trade et qu'on sait que la banque du Japon, la BOJ, elle va augmenter ses taux alors que ce n'était pas le cas depuis 20 ans, on sait assez facilement quelles vont être les conséquences. Si on a un minimum de compréhension en général de la macroéconomie mondiale, et j'invite les gens à aller suivre des chaînes YouTube comme celle d'Idriss Aberkan ou de l'Institut des Libertés, qui vraiment, avec Charles Gave, qui parle vraiment extrêmement bien de ça, pas que eux d'ailleurs, mais plein d'autres aussi, mais eux entre autres, pour se tenir informé de ce genre de questionnement. Mais oui, je regarde entre guillemets de manière passive parce que d'autres le font mieux que moi et parce que du coup, je préfère suivre ces gens que moi-même aller, entre guillemets, choisir d'autres batailles. Je préfère me focus sur ma bataille. Mais ça peut avoir un impact, oui. Et du coup, plusieurs fois, bah, notamment la décision de la BOJ, c'était une super opportunité pour ouvrir un short. Voilà, moi, je ne l'ai pas fait, mais je me suis dit, bah, en fait, c'est pas con. Si jamais on sait que dans tous les cas, il y a pas mal de gens qui vont devoir liquider leur position parce que ben, aujourd'hui, le coût du capital qui était à 0%, il va monter à 0,5 ou à 1. Ils vont être obligés, dans tous les cas, de déboucler pour ensuite racheter potentiellement. Long squeeze, peut-être. Bah, en fait, c'est pas con de faire un short. Et a posteriori, maintenant, je peux dire que ça aurait été une position qui aurait été extrêmement rentable si je l'avais ouverte. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai vraiment fait seulement d'un point de vue papier théorique en me disant si c'est ça, ben, ça peut potentiellement le faire. Ça a été confirmé, j'aurais pu avoir tort, hein, bien sûr, mais là, pour le coup, ça a été confirmé. Et ça montre que certaines compréhensions de l'aspect macroéconomique et de l'impact que ça a sur Bitcoin peuvent amener à des prises de décision qui peuvent être rentables, clairement. Ok, et je voulais avoir ton avis du coup sur l'évolution de Bitcoin. Est-ce que pour toi, ça doit rester une réserve de valeur ou est-ce que tout ce qui arrive dessus avec le moyen de paiement, avec le Lightning Network ou encore les inscriptions ou les runes, tu penses que c'est quelque chose de bien ou est-ce que tu penses que Bitcoin doit rester
quelque chose sur lequel il ne se passe rien et que ce soit juste une réserve de valeur qui permette de lutter contre l'inflation? À la base, l'objectif de Bitcoin, ça dépend. Après, tout le monde a à peu près sa définition de ce que doit être Bitcoin. Il y en a qui ont lu un peu plus les écrits des mails cypherpunk de Nakamoto pour essayer de se demander quelle était la vision de Nakamoto. Heu, de mon point de vue, la vision de Nakamoto, c'était surtout d'arriver à faire un peer-to-peer electronic cash et le plus possible en implémentant de la confidentialité au fur et à mesure. Lui, il pensait pas nécessairement à la réserve de valeur. Il disait dans tous les cas, dans 20 ans, Bitcoin, soit il vaudra 0, soit il vaudra 1 000 000. Mais il y a pas de juste milieu de ce point de vue-là. Heu, où va Bitcoin? En vrai, c'est une bonne question parce qu'on a pas mal de dynamiques en ce moment qui arrivent et qui apportent comment dire? De la complexité à la manière dont on voit Bitcoin. Déjà, je suis sûr que Satoshi Nakamoto, aujourd'hui, il verrait Bitcoin, il serait au mieux surpris, au moins déçu. Et je paraphrase un peu ce que dit, Rémi Forté dans Le Mystère de Satoshi, le documentaire sur Arte, en disant ça, dans le sens où, à mes yeux, il avait vraiment une image très, très cypherpunk, très, très libertarienne, potentiellement même anarchiste, de l'usage de Bitcoin qui devait être un outil de contrôle et de répression de la censure et de libération pour les individus et pour internet. Aujourd'hui, on voit que le narratif principal, c'est pas du tout fuck les banques. Non, non, non. Quand on voit que les gens prient pour que BlackRock achète du BTC pour pumper le prix, je suis désolé, c'est tout l'inverse. En ce moment, on a vraiment un narratif appât du gain, investissement, potentiellement réserve de valeur et on n'est même plus en train de dire que Bitcoin va débancariser les gens. On est en train d'intégrer Bitcoin au réseau bancaire. Donc en fait, c'est un peu une phagocytation ce qu'on est en train d'observer en ce moment. Je dis pas que j'ai bien, je dis pas que c'est mal. Là, je porte vraiment pas de jugement moral ou de jugement de valeur sur la finalité de ce que ça pourra apporter. Je dis simplement que entre la manière dont ça a été pensé et ça a été designé et l'usage qu'on en a aujourd'hui, il y a un écart. Cet écart, c'est bien, c'est grave, c'est pas grave. On le voit avec les runes, avec les inscriptions. D'accord, il y avait déjà les colored coins auparavant, on était déjà capable avec du up return de stocker de la donnée de manière arbitraire sur Bitcoin, mais pas du tout à la même intensité que ce qu'on fait aujourd'hui avec inscription et BRC20, il y en a beaucoup moins maintenant. Si vraiment ça a été supplanté par les runes en 2024, mais 2023-24, on a vu arriver une tonne de ce que les gens pourraient appeler des shitcoins ou des NFT ou des JPEG à la con. Moi, je paraphrase, hein, je ne pense pas ça, mais sur Bitcoin, et les gens se disaient, mais Bitcoin est un outil qui est commun, vient pas commencer à polluer le réseau Bitcoin en mettant de la donnée arbitraire qui n'a aucune significativité, même aucune beauté, parce que certaines images ou des textes qui sont publiés sont juste pas élégants en soi, tu vois. D'accord, ok, ça c'est vraiment, chacun imagine Bitcoin comme il le veut. Moi, l'usage que j'aurai et que j'aurai toujours de Bitcoin, et c'est tout ce que je veux, tout ce que je veux de Bitcoin, c'est qu'il soit incensurables et c'est qu'ils me permettent de faire des transactions avec mes pairs en me foutant la paix. Je pense que en tant qu'individu, je pense que je peux parler au nom de l'humanité et bien sûr, je peux me tromper et honnêtement, ça me fera plaisir d'en discuter, mais tout ce que je veux, c'est qu'on me foute la paix. Leave me alone, d'un certain point de vue. Et une fois qu'en tant qu'individu, on m'a foutu la paix et qu'on m'a enlevé la majorité de la régulation qui me pèse dessus actuellement, je pense que ma vie sera déjà bien plus paisible et je serai capable d'être bien plus harmonieux en société avec les autres pairs et les autres individus. Donc moi, tout ce que je veux de Bitcoin, c'est qu'il continue à être incensurable, c'est qu'il continue à me permettre de pouvoir transiger de la valeur à travers le temps, idéalement qu'il me protège du débasement monétaire, parce que quand même, oui, ce serait quand même bien, mais dans tous les cas, c'est mécanique dans le sens où le narratif du débasement monétaire, c'est juste, vu que l'euro baisse structurellement, la paire euro-bitcoin, elle va monter structurellement. C'est juste un état de fait dans ces cas-là. Et de ce point de vue-là. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Le Bitcoin est vraiment en train d'évoluer. Il y en a même qui vont dire que sur le côté souveraineté et sur le côté justement utilisation du réseau par des pairs, et ben en fait, BlackRock, c'est pas souhaitable. Pourquoi? Parce que si on prend la totalité des BTC qui sont détenus spot par les ETF actuellement, ils ont entre guillemets capturé, c'est un mot qui a une connotation, je consens, ils ont capturé 5% de la supply. Donc c'est 5% de la supply qui n'est pas disponible pour des utilisateurs pour faire du transfert de valeur. C'est 5% de la supply qui est séquestrée par des fonds d'investissement d'une certaine manière. Donc il y en a qui vont même dire que ils sont en train de voler Bitcoin, ils sont en train de capturer Bitcoin. Ça, honnêtement, je ne vais pas dire que c'est illégitime comme pensée. Tout dépend de quel usage on pense avoir nous en tant qu'individu de Bitcoin. Et moi, je veux simplement un peer-to-peer électronique cash. Ok, bah, un avis super intéressant. Et il y a une question comme ça qui vient en tête. Est-ce que tu aimerais connaître l'identité de Satoshi Nakamoto? Et si tu le rencontrais, quelles questions tu lui poserais? Ah, c'est intéressant ça. En vrai, ça m'intéresse pas plus que ça. Comme je suis quelqu'un d'extrêmement curieux,
intuitivement, je vais te dire oui, ça m'intéresserait, mais, j'ai pas j'ai pas du tout de biais d'idolâtrerie ou de choses comme ça envers Bitcoin, enfin envers Satoshi Nakamoto, comme envers une star ou un machin. Pour moi, c'est juste un mec lambda qui s'est dit, vas-y, je vais faire un truc bien. Je vais faire un truc bien, je vais offrir un cadeau à l'humanité. Et puis, si jamais moi j'avais l'occasion de le rencontrer, honnêtement, je pense que je lui dirais, tu veux un café? Puis on se partagerait un petit café, puis on se poserait un moment, puis on n'aurait même pas besoin de parler de Bitcoin. Ça se trouve, en fait, ce mec-là, la seule chose qu'il attend, parce que si jamais il y a des gens qui savent qui c'est, peut-être que la majorité des gens qui le connaissent ne lui parlent que de Bitcoin. Ça se trouve, ce mec, il a juste envie qu'on lui foute la paix, de se boire un café de terrasse tranquillement en regardant les pigeons à Paris avec un inconnu, parce que au moins il respirerait un peu, il n'aurait pas envie qu'on lui prenne la tête avec son invention qui lui a échappé des doigts, tu vois. Donc en vrai, je sais pas. Je sais pas comment est-ce que j'aborderais cette question. Moi, je serais potentiellement heureux de savoir qui c'est, mais si je sais qui c'est, plein de gens savent qui c'est. Et donc, d'un certain point de vue, c'est pas bon pour lui. Donc, si on considère que c'est un individu ou un groupe d'individus qui est bienveillant et qui a voulu vraiment offrir un cadeau à l'humanité, moi, je leur souhaite vraiment de rester anonyme parce que casser leur anonymat, ça va leur apporter que des emmerdes. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Moi, j'aimerais bien savoir qui c'est parce que je suis curieux aussi, mais pas que le reste du monde sache qui c'est parce que ça serait déjà, je pense, un angle d'attaque pour Bitcoin aussi. Et que même eux, oui, ce serait un peu plus compliqué pour eux. Ils pourraient se faire attaquer, possiblement en ayant créé un système qui pourrait un peu échapper au contrôle des États. Donc, non, à ce niveau-là, je te rejoins plutôt. Bah, il y a ça, et il y a le côté les Satoshi Bags, genre 1 million de BTC. Si jamais on sait que c'est toi qui as 1 million de BTC, ça va pas être compliqué, même si on n'a pas accès aux clés, on va te séquestrer, on va essayer de te voler tes affaires, des machins, enfin bref, un peu comme ce qui s'est passé avec Asher, sauf que Asher a eu l'intelligence de ne pas garder ses cryptos sur son téléphone et d'avoir un cold wallet en multisig, donc ça s'est pas bien passé pour l'attaqueur, mais voilà, vraiment ce genre de délire-là, si vraiment c'était une tech anonyme, autant que le mec reste anonyme si c'est son souhait, quoi. Ok, et du coup, j'avais une autre question pour toi. C'est quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné dans ta vie? Alors là, c'est pas forcément d'un point de vue investissement, juste un conseil qui t'a permis de te construire en tant que personne. Alors, les meilleurs conseils qu'on m'ait donnés dans ma vie? Alors ça, c'est difficile. Difficile parce qu'en vrai, il y en a jamais qu'un seul de bon conseil, tu vois? Il y en a jamais qu'un seul. Moi, j'en donnerais 3, je pense. J'en donnerais vraiment, vraiment, vraiment 3. Le premier, c'est, comment dire? Remets en question l'autorité, premièrement. Toujours remettre en question l'autorité parce qu'accepter l'autorité, c'est consentir et c'est se soumettre. Et moi, un de mes bouquins préférés, c'est, «Discours de la servitude volontaire» par Étienne de la Boétie, et jamais je me soumets. Ou du moins j'essaie de moi-même le soumettre possible, et si jamais je peux, et dans la mesure de ce qui est pesable, sans mettre en préjudice ma sécurité à un certain stade ou mon intégrité physique, je remets en question l'autorité. Juste par principe, parce que dans tous les cas, on est des individus qui sont censés être souverains, et dans ce cas-là, il faut juste parier sur soi. Deuxième conseil, justement, parier sur soi. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Dépendamment de la définition qu'on a de la vie, on peut considérer que la vie, c'est un peu un jeu en 1v1 avec soi-même. Pas forcément dans un esprit de confrontation malveillante, mais dans un esprit où plutôt c'est de la compétition bienveillante avec soi-même. On est à la fois notre meilleur ami, notre pire ennemi. On est la meilleure chose et la pire chose qui puisse nous arriver, dépendamment de nos actions, parce qu'on se définit par nos actions, dans tous les cas. Donc parier sur soi, s'éduquer, prendre soin de soi, se faire grandir aussi bien physiquement que spirituellement. Très, très, très important. Parier sur soi. Donc, ne pas toujours remettre en question l'autorité, simplement pour échapper à la domination d'autrui. Toujours se faire confiance et parier sur soi, parce que avant même de pouvoir parier sur les autres, il faut être capable de prendre soin de soi. Et le troisième conseil, euh, savoir fermer sa gueule. Excuse-moi, enfin, savoir se taire. Des fois, honnêtement, il vaut mieux rester silencieux pour pas dire des bêtises, plutôt que d'essayer d'avoir un avis sur tout et passer pour un blaireau, ou juste se faire croire à nous-mêmes, se donner l'illusion qu'on est compétent dans tous les domaines et qu'on a un avis sur tout. Vraiment, des fois, écouter, savoir se taire et ne pas se mettre de l'avant et écouter ce que les autres ont à dire, mais les écouter vraiment, pas juste écouter pour que le mec fasse blabla et qu'ensuite tu poses ton argument derrière dans un débat ou quoi. Vraiment écouter les gens, être à l'écoute d'autrui. Une fois que déjà on est capable de remettre en question la domination des autres, une fois qu'on est capable de parier sur soi et qu'on est bien avec nous-mêmes et qu'on s'assume qu'il n'y a personne pour dominer notre pensée parce que notre pensée doit être un empire, une fois que ça c'est fait, écoutez les gens. Parce qu'on est des humains et on est là pour communiquer, on est là pour échanger. Et aujourd'hui, il y a trop de gens qui entendent, mais il n'y a pas assez de gens qui écoutent à mes yeux. Donc des fois, apprendre à se taire et écouter les autres, c'est très bien aussi. Ok, non, mais de très bons conseils. Ouais, moi, si je devais en sortir un qu'on m'avait dit, c'était de oser, ne pas avoir peur d'oser. Ça permettait Ouais. de réussir et qu'au pire, si tu ratais, bah, c'est pas grave, tu recommençais.
Ouais, c'est vrai, hein, la prise de risque, il y a pas de récompense sans risque, c'est vrai. Ok, du coup, là, on va arriver sur la dernière question. Est-ce qu'il y aurait une personne que tu aimerais voir sur la chaîne et pourquoi ce choix? Une personne que j'aimerais que voir sur la chaîne, je me réfléchis à ce que tu me disais tout à l'heure vis-à-vis de qui est-ce que tu as interviewé? Qui est-ce qui pourrait être intéressant sur ta chaîne de ce que tu as pas encore fait? Bah, j'aurais bien dit Snitchy. Snitchy, eh ben, c'est un de ses pseudos. C'était un mec qui vraiment avait à cœur la confidentialité sur Bitcoin et sur Monero dans le crypto Twitter français il y a encore un an. Mais il est plus tellement actif. J'ai perdu son contact, donc je ne sais pas ce qu'il devient. Je ne sais pas s'il verra cette vidéo et si jamais il entend mon appel. Mais sinon, c'est vraiment une des personnes que je respecte fondamentalement parce que lui, encore une fois, il veut juste qu'on lui foute la paix. Vraiment, il taffe pour la confidentialité, pour la protection de la vie privée, pour l'anonymat en ligne. Il a vraiment fait un super travail d'éducation pendant le moment où il était là. Donc c'est clairement une personne qui pourrait être pertinente, mais comme j'ai pas son contact, je peux pas te le recommander. Je sais pas s'il est encore actif sur Twitter ou quoi. Donc non, je pourrais pas dire. À la limite, tu pourrais inviter Crypto Sapiens. Crypto Sapiens, c'est un autre analyste on-chain, français, mais qui commence à bien monter en plus. Honnêtement, le mec, je le trouve de plus en plus pertinent. Donc ce serait intéressant de peut-être faire une interview avec lui pour avoir un point de vue différent du mien, pour apporter un peu de diversité. À la limite, je pense que ça pourrait être une bonne idée dans le domaine de l'analyse on-chain. Je trouve que à part moi, en étoile montante, c'est lui le plus pertinent. Et du coup, je serais intéressant de voir son interview pour voir qu'est-ce que lui pense de tout ça, d'avoir un point de vue un peu différent du mien, pour compléter aussi et que tes spectateurs aient une vision diversifiée et peut-être potentiellement pondérée de la chose, Ok, bah, je vais essayer de l'avoir sur la chaîne, du coup. carrément. Là, on arrive sur la fin du format, donc je vais savoir si tu voulais rajouter quelque chose. Bah écoute, moi, ça m'a fait vraiment plaisir d'être là. Donc, merci à tous ceux qui vont regarder et qui suivent ta chaîne, hein. C'est vraiment très, très excellent, vraiment très, très bien. Si vous avez des questions vis-à-vis du BMO, vis-à-vis de mon taf, n'hésitez pas à aller me contacter directement sur Twitter. Et, et je fais un petit concours en ce moment, donc c'est le moment auto-promo. Comme j'ai quasiment 10 000 abonnés sur Twitter, là, je fais un petit concours en ce moment où simplement, jusqu'à ce que j'ai 10 000 abos, ce qui va arriver dans pas longtemps, parce que là, on est à 995. Et bah, tout le monde peut publier un mème qui a un rapport avec l'analyse on-chain. Je suis vraiment issu de la culture même sur Internet, donc moi je veux que les gens ils me fassent rire. Donc publiez ou créez et publiez votre mème sur l'analyse on-chain, publiez-le en dessous du post que vous trouverez directement épinglé à mon compte. Et si jamais je trouve que vous avez fait un bon truc, bah, je vous envoie 10 000 sats. Cadeau, c'est comme ça. Donc il y a 10 prix de 10 000 sats à faire gagner pour ceux qui font les meilleurs mèmes avec comme thème principal, thème central, l'analyse on-chain. Donc lancez-vous, j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de vous voir. Ok, bah, merci à toi d'être venu sur la chaîne. Du coup, je trouve que tu as apporté beaucoup de choses, beaucoup d'informations sur un domaine qui monte mais qui n'est pas forcément bien connu. Donc voilà, merci. Bah écoute, c'était un grand plaisir. On refait ça quand tu veux. Avec plaisir. On arrive sur la fin du format, donc déjà n'hésitez pas à aller suivre Profchain sur ses réseaux, ça récompensera un peu son travail qu'il fait depuis plusieurs années au niveau de l'analyse on-chain. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à me dire en commentaire s'il y a des personnes que vous aimeriez voir sur la chaîne. Ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est que l'analyse on-chain pouvait apporter énormément à une personne pour pouvoir mieux prévoir les cycles et donc timer ses entrées et ses sorties et donc améliorer sa stratégie. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.